Vous êtes en direct sur Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 septembre 2011. Bonsoir à tous. J-2 pour une élection sénatoriale qui jamais n'a été aussi incertaine. Droite et gauche sont au coude à coude. Une large part de ce journal sera consacrée à ce rendez-vous politique majeur à 8 mois de la présidentielle. Autour de Brice Hortefeux, d'entrer dans l'œil du cyclone de l'affaire Karachi, des écoutes téléphoniques jettent le doute sur le secret de l'instruction. Ce soir, l'ancien ministre de l'Intérieur demande à être entendu par la justice. Il menace de porter plainte. C'est fait, la demande d'adhésion à l'ONU de la Palestine est sur le bureau du secrétaire général Ban Ki-moon. C'est la liesse en Cisjordanie, en dépit de l'opposition farouche des États-Unis et d'Israël. Eh bien, ce soir, plus personne ne se hasarde à un quelconque pronostic quant au résultat de l'élection sénatoriale de dimanche. Le scrutin se jouera à l'évidence dans un mouchoir de poche et il pourrait être historique en cas de victoire de la gauche. C'est la première fois que la moitié des sièges de la Haute Assemblée sera renouvelée. Des explications signées Marie Brémaud. Pour la première fois depuis 1958, c'est la moitié du Sénat qui va être renouvelée. Avant, c'était par tiers. Ces élections concernent 170 sièges, du jamais vu dans l'histoire de la Haute Assemblée. À l'issue de ce scrutin, le Sénat comptera 348 sénateurs contre 343 actuellement. Sont concernés par ce renouvellement, par ordre alphabétique, les départements de l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales. À cela s'ajoutent Paris et l'Île-de-France et la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre et Miquelon. Les sénateurs sont les représentants des collectivités territoriales. Ils sont élus pour une durée de 6 ans au scrutin indirect par un collège électoral d'élus. Dimanche, 71 890 grands électeurs désigneront les parlementaires de la Haute Assemblée. Ces grands électeurs, ce sont 5% de députés, de conseillers régionaux et généraux et 95% d'élus municipaux. 58 sénateurs seront élus au scrutin majoritaire, 112 à la proportionnelle. Le scrutin proportionnel concerne désormais des départements qui ont 4 sièges de sénateurs. Alors pour l'emporter dimanche, la gauche doit espérer en théorie un gain de 23 sièges nets, mais l'arithmétique sénatoriale n'est pas forcément synonyme de science exacte. Les scénarios du scrutin à venir sont multiples et sont bien à l'origine de la fébrilité ambiance ici. Élise Ecardi. Premier scénario, le Sénat bascule à gauche. Pour cela, il lui faut gagner 23 sièges de plus qu'aujourd'hui, soit 175 sièges pour atteindre la majorité absolue. À 6 mois de la présidentielle, le symbole serait extrêmement fort. Deuxième scénario, la gauche gagne assez de sièges pour être majoritaire, mais pas assez pour remporter la présidence. Le champ resterait alors libre à l'actuel président UMP Gérard Larcher pour se faire réélire. Ce serait alors un scénario inédit d'une cohabitation improbable à la Haute Assemblée. Troisième scénario, la droite reste majoritaire. Mais en toute logique, elle perd encore du terrain. À l'heure actuelle, l'UMP n'a pas la majorité absolue et doit faire alliance avec les centristes pour faire adopter ses textes. Sa majorité serait alors encore plus réduite. Enfin, dernière hypothèse, ni le PS ni l'UMP n'obtiennent une majorité assez large pour faire élire leur candidat. Surgirait alors un troisième homme issu d'un groupe minoritaire, du centre ou pourquoi pas du groupe RDSE, ce groupe de radicaux propres au Sénat, composé de personnalités de gauche et de droite. Oui, on le sent bien, le suspense est à son comble à 2 jours maintenant de ce scrutin. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Pierre-Henri. Alors, la fébrilité, eh bien, elle domine dans les allées du Palais du Luxembourg, à droite comme à gauche. Alors à droite, le président du Sénat, Gérard Larcher, cultive une certaine sérénité, j'allais dire un certain optimisme. Et pourtant, cette semaine, des ténors de la majorité, de l'UMP en particulier, ont été beaucoup plus alarmistes. Oui, il y a le feu à la maison, hein, Pierre-Henri, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Patrick Devedjian, le président UMP du Conseil général des Hauts-de-Seine. Gérard Larcher qui se dit serein, Patrick Devedjian, prudent et pessimiste, indique que ce n'est pas un bon message que de dire aux grands électeurs qu'on va s'en tirer. Il y a 2 jours, c'est Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP au Sénat, le sénateur maire de Marseille, qui évoquait la possibilité d'une défaite de la droite au sénatorial. Elle le devrait alors, selon lui, à son indiscipline. Il faut rappeler que dans les départements
départements où il existe le scrutin proportionnel, la droite part en ordre dispersé. Cela ne nous facilite pas la tâche, a expliqué Jean-Claude Gaudin. Ces listes, en effet, inquiètent beaucoup la majorité. Jean-François Copé se dit également préoccupé et malheureux, tout particulièrement par la liste conduite par Yves Gégaud dans son fief, la Seine-et-Marne. Oui, il faut dire, oui, Pierre-Henri, que de toute façon, en 2008, là où la droite est partie en ordre dispersé avec ses listes dissidentes, eh bien ça s'est payé cash dans les urnes. La gauche a gagné des sièges. Alors, comment peut-on expliquer d'où vient cet optimisme affiché du président du Sénat, Gérard Larcher? Oui, alors moi je dirais plutôt qu'il s'agit d'un optimisme de façade. Sinon, comment expliquer la pression que met Gérard Larcher, le président du Sénat, sur ses 3 ministres candidats au sénatorial, Chantal Joanneau, Gérard Longuet et Maurice Leroy, pour qu'ils démissionnent de leur portefeuille ministériel. Vous le savez, s'ils n'ont pas quitté leur ministère, eh bien, ils ne pourront pas voter pour l'élection du président du Sénat. Cela veut peut-être dire que cela se jouera à 3 voix près. Alors Delphine, à gauche aussi, bien entendu, la fébrilité est tout à fait palpable. Oui, même à gauche, Pierre-Henri, Jean-Pierre Bel, cette semaine, a indiqué que l'alternance risquait de ne pas se produire. Alors Info ou Intox, il a expliqué que le combat était inégal. Cela est dû au mode de scrutin sénatorial. Vous le savez, c'est un scrutin indirect qui surreprésente les petites communes rurales où le vote est plus traditionnellement conservateur. Du coup, eh bien, la vague rose qui a eu lieu après les élections municipales, cantonales et régionales, eh bien cela ne veut pas dire que mathématiquement le Sénat va basculer à gauche. On l'a souvent dit ici, cette logique risque de ne pas s'appliquer. C'est beaucoup plus subtil que ça. En tous les cas, le scrutin sera serré. Et puis cela finalement aiguise également les appétits à gauche, car hier sur notre antenne, Catherine Tasca, vice-présidente du Sénat, a déclaré qu'elle avait envie d'être candidate à la présidence. Du coup, c'est plutôt la semaine du 26 septembre qui s'annonce également cruciale, donc au lendemain du scrutin sénatorial jusqu'à l'élection du président du Sénat qui aura lieu le 1er octobre. Voilà, des semaines, vous l'avez dit, et des jours passionnants devant nous pour suivre l'actualité politique. Alors bien entendu, merci Delphine, l'ensemble des équipes de Public Sénat est mobilisé, bien sûr, pour vous faire vivre en direct cet événement politique majeur, à 8 mois, je vous le rappelais, des présidentielles. Alors dimanche, nous serons en direct du Palais du Luxembourg pour vous faire suivre toute cette journée d'élection. Notez nos rendez-vous, 13h dimanche donc. Un premier point sur cette journée de scrutin. Ensuite, de 17h à 20h30, la tranche cruciale, eh bien tous les résultats des duplex dans les départements, de très nombreux reportages de nos équipes et bien sûr beaucoup d'invités sur nos plateaux en direct de la salle de conférence avec Perrine Tarnot et Michael Zamès. Dernière tranche, toujours en direct sur Public Sénat, 22h minuit pour les dernières analyses de ce scrutin extrêmement attendu. L'autre actualité politique de cette journée, c'est bien sûr les suites de l'affaire Karachi. Les familles des victimes de l'attentat demandent aujourd'hui une enquête sur cet étrange échange téléphonique entre Brice Hortefeux et Thierry Gaubert au moment même de sa garde à vue. L'ancien ministre de l'Intérieur réagit ce soir. Il demande à être entendu par la justice et il menace d'attaquer en diffamation. Le point sur cette affaire, Bérengère Dinglas. Elle balance beaucoup, apparemment, Hélène. Et ça m'embête de te le dire par téléphone, il y a beaucoup de choses. S'inquiète Brice Hortefeux le 14 septembre lorsqu'il appelle son ami Thierry Gaubert pour le mettre en garde. Une conversation téléphonique révélée aujourd'hui par Le Monde qui interroge comment l'ancien ministre de l'Intérieur est au courant de ce qu'a révélé Hélène de Yougoslavie quelques jours plus tôt aux policiers. Si Brice Hortefeux reconnaît avoir eu cette conversation, il nie avoir eu accès au dossier. Il explique avoir voulu mettre en garde son ami sur des rumeurs parcourant la presse. Autre signe de fébrilité chez les proches de Nicolas Sarkozy, la gaffe de l'Élysée. Alors qu'Olivier Maurice, l'avocat des victimes de Karachi, met directement en cause le président de la République. Un communiqué précisait hier que le don de Nicolas Sarkozy n'était cité à aucun moment de l'affaire. Une information qui implique elle aussi d'avoir eu accès au dossier de l'instruction. Voir sortir, surtout dans la bouche du pouvoir exécutif, des éléments d'une enquête qui n'est pas encore publique, qui est encore en cours, ça pose vraiment de graves questions quant au respect du secret, des piliers de la démocratie que sont la séparation des pouvoirs. L'avocat des familles des victimes a d'ores et déjà demandé au parquet d'ouvrir une enquête sur cette conversation entre Brice Hortefeux et Thierry Gaubert. Alors que la polémique enfle, l'enquête se poursuit et l'audition d'Édouard Balladur par les juges ne fait plus aucun doute.
Alors cette affaire bien sûr suscite de très nombreuses réactions. Martine Aubry s'interroge sur l'indépendance de la justice et le secret de l'instruction. François Hollande de son côté dit ne pas accepter l'interférence du pouvoir dans cette affaire. Et à l'instant, cette réaction du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, qui juge dans cette affaire, regardez, trop d'amalgame et d'insinuations. Bonsoir Jean-Daniel Lévy. Bonsoir. Alors une sacrée affaire que cette affaire Karachi où eh bien on retrouve un petit peu tout, des révélations sulfureuses, des valises de billets qui traversent les frontières. Est-ce qu'une telle affaire qui touche véritablement le cœur du pouvoir, on le voit bien ce soir, eh bien peut accrocher dans l'opinion? C'est pas la première fois déjà qu'on a affaire à de tels types de révélations. On se rappelle également de la manière dont l'affaire Clearstream avait été révélée aux Français. On se rappelle de l'affaire Schuller-Maréchal où il avait également été question, par exemple, de billets. D'autres affaires ont également émaillé la chronique au cours des années passées. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est sur des types d'affaires qui dépassent l'entendement. C'est-à-dire que face auxquelles les Français ont du mal à pouvoir s'accrocher. Les sommes qui sont évoquées sont des sommes qui n'ont pas de sens aujourd'hui, qui dépassent les centaines de milliers de francs et d'euros, et donc qui ne permettent pas d'être traduites de manière immédiate. Nous avons déjà été dans le passé confrontés à d'autres types d'affaires qui là pour le coup étaient beaucoup plus tangibles pour les Français, beaucoup plus palpables. On peut se rappeler des diamants de Giscard, on peut se rappeler des berloutis de Roland Dumas qui avaient été traduites comme étant un SMIC à chaque pied. Là tout de suite chacun connaît le prix d'une chaussure, chacun sait ce que représente le SMIC, et donc dans ce cas-là, cela parle de manière beaucoup plus manifeste aux Français, ou de manière plus récente l'appartement de M. Guémard qui représentait 650 mètres carrés, voire des aspects en termes de cigares, etc. Donc c'est pas forcément tangible pour les Français. Et donc il n'y a pas forcément de lien intime entre les montants qui sont évoqués et la perception que peuvent en avoir les Français. Un regard qui peut être un regard différencié. J'ai le sentiment en tant que citoyen de pouvoir m'approprier les choses, et donc une gravité qui apparaît d'autant plus forte, même si ceux-ci, objectivement, sont moins nets que les faits qui sont aujourd'hui reprochés et évoqués. Et il faut également souligner que ces faits sont relativement anciens. On parle de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. On parle de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur, on parle de financements qui apparaissent comme étant plutôt diffus et pas forcément d'enrichissement personnel. Et puis on est également sur un aspect où les choses n'apparaissent pas comme étant clairement établies au nom d'une personne, mais plutôt au nom d'un collectif. On est dans une période où c'est plutôt une critique à l'égard de la classe politique dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire des personnes qui s'entendent entre elles, qui vivent dans un monde qui est un monde qui apparaît comme étant relativement parallèle, avec des financiers, avec des acteurs économiques, avec un monde politique qui ne parlerait pas véritablement aux Français. Et en général, lorsqu'on est confronté à ces situations, ce sont plutôt ceux qui apparaissent comme étant hors système, c'est-à-dire les formations qui n'ont pas forcément prise avec les actions gouvernementales et qui en sortent plutôt vainqueurs. Et puis également une affaire qui tombe au plus mauvais moment. Nous ne sommes guère qu'à 8 mois de la présidentielle. Nous ne sommes guère qu'à 8 mois de la présidentielle. Je pense que si on remonte dans le temps, on a toujours 6, 8, 10 mois avant une présidentielle, une affaire qui, comme celle-ci, apparaît aux yeux des Français, qui a plutôt tendance à créer un climat global délétère que véritablement s'ancrer vers une personnalité. Donc là, aujourd'hui, si on devait regarder par rapport aux affaires, entre guillemets, précédentes, on pourrait penser que ça ne serait pas forcément l'exécutif qui devrait en pâtir de manière directement, mais plus un sentiment diffus auprès de l'ensemble des responsables politiques. Quoi qu'il en soit, c'est la première fois que un président de la République et l'entourage du président de la République est aussi fortement mis en avant. Donc ça peut amener peut-être les Français à apporter un jugement différent, cette fois-ci, sur cette crise. Merci beaucoup de vos éclairages, Jean-Daniel Lévy. À bientôt. Je n'ai commis aucune faute, ni pénale, ni morale. Ces mots sont signés Jacques Chirac. Ils ont été lus et prononcés aujourd'hui par son avocat lors du procès des emplois présumés fictifs de la ville de Paris. Ce procès, poursuit l'ancien président, montrera que je n'ai rien fait qui soit contraire à la probité et l'honnêteté. Le jugement du tribunal sera prononcé le 15 décembre. Il y aura bien une confrontation entre Dominique Strauss-Kahn et Tristan Banon, qui accuse l'ancien directeur du FMI de viol en 2003. DSK, actuellement en visite privée à Marrakech, dit se tenir à la disposition de la justice, qui accède donc à la demande de la journaliste écrivain. Une manifestation d'organisations féministes aura lieu demain devant le palais de justice de Paris pour soutenir Tristan Banon. L'hypothèse d'un nouveau recul de l'âge de la retraite, suggérée hier par François Fillon, n'est pas du goût de tout le monde. Les syndicats la réfutent, comme une partie de la classe politique. La retraite à 67 ans en 2030, comme en Allemagne, eh bien, c'est pas si simple, tant les différences entre les deux pays sont profondes. Margot Aubrio. Deux ouvriers, l'un est français, il travaille chez Renault. L'autre, un Allemand, est employé dans l'usine BMW de Berlin. En 2030, ils prendront tous les deux leur retraite à 67 ans. C'est en tout cas le projet de François Fillon.
Mais la situation des deux pays est-elle vraiment comparable? Les Allemands vieillissent et font moins d'enfants, ils doivent donc travailler plus tard et le temps presse. Car avec un taux de fécondité de seulement 1,3 enfants par femme, il pourrait bientôt y avoir autant d'actifs que de retraités. Un problème auquel la France est moins confrontée, championne d'Europe de la natalité avec 2 enfants par femme. Autre différence, l'emploi des seniors. En Allemagne, les seniors restent actifs, 56% travaillent encore. Difficile en revanche en France de travailler quand on est vieux. Les seniors sont les premiers à pointer chez Pôle emploi. Seulement 39% d'entre eux travaillent. Alors, à quoi bon repousser l'âge de départ à la retraite ? Enfin, François Fillon pensait-il aussi faire converger les durées de cotisation ? Pas sûr. Pour prendre sa retraite en France, il faut cotiser 41 ans et demi, 6 ans de moins en Allemagne. À l'étranger, la demande est historique depuis le partage de la Palestine. Il y a 60 ans, le président Mahmoud Abbas a déposé il y a quelques minutes la demande d'adhésion à part entière d'un État de Palestine à l'ONU. Une demande qui devrait être historique depuis le partage donc de la Palestine, je vous le disais. Le président Abbas a fait une demande qui devra être examinée par le Conseil de sécurité. Israël, comme les États-Unis, s'opposent à cette proposition. Il y a quelques minutes, à la tribune de l'ONU, le président de l'autorité palestinienne justifiait sa demande. Écoutez. Je suis venu ici depuis la Terre Sainte, la terre de Palestine. Après 63 ans de souffrance, ça suffit, ça suffit, ça suffit. L'objectif du peuple palestinien vise à réaliser ses droits dans un pays indépendant. Voilà une copie de ma demande. Les Palestiniens de Cisjordanie célèbrent en ce moment même, ce moment historique. Des écrans géants ont été installés dans les villes autonomes de la région, comme Hébron ou Naplouse. Caroline Delage, vous êtes en direct de Ramallah, la capitale politique de la Palestine. On imagine l'émotion des populations locales à l'écoute du discours du président palestinien. Oui, absolument. Une émotion très intense. C'est une marée humaine carrément qui a écouté très attentivement, il faut le dire, le discours de Mahmoud Abbas, ici sur la place Yasser Arafat à Ramallah. Le président de l'autorité palestinienne a été ovationné à plusieurs reprises, notamment quand il a évoqué Yasser Arafat ou encore quand il a décrit concrètement les effets quotidiens de la colonisation israélienne et du mur de séparation. Les familles divisées, les enfants empêchés d'aller à l'école, les agriculteurs séparés de leurs terres, très applaudis aussi quand il a parlé de paix. Un peu avant, les Palestiniens de Ramallah avaient acclamé un par un chacun des pays qui soutiennent l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies. Et puis maintenant, eh bien, c'est une gigantesque fête qui s'organise sur la place Yasser Arafat avec des concerts. Il y a beaucoup de monde, des enfants, des familles, des jeunes qui brandissent des drapeaux, des portraits de Mahmoud Abbas. Certains ont même des bougies. C'est une ambiance, il faut le dire, très festive, mais qui tranche avec les affrontements qui ont lieu à Hébron, par exemple, ou à Naplouse, où un Palestinien a été tué d'une balle dans la nuque par l'armée israélienne. Est-ce que vous ressentez sur place, Caroline, j'allais dire une nouvelle fierté de ce peuple palestinien? Une fierté, oui. J'ai rencontré un policier qui me disait cet homme, Abou Mazen, c'est l'homme de la paix. Lui, nous le soutenons, c'est lui qui nous amènera la paix, c'est une nouvelle ère. Ils ont l'impression de tourner une page et de défendre leurs droits qu'ils estiment légitimes. Et cette fois-ci, ils y croient, même s'ils sont réalistes. Tout de même, ils savent bien que ça ne va pas se faire demain et que ça prendra du temps. Mais ils sont déterminés, cette fois-ci, à obtenir cet état qu'ils attendent depuis 64 ans. Et on a vraiment l'impression ce soir que Mahmoud Abbas a joué pour lui et pour lui-même et pour sa légitimité une carte majeure pour ces populations. Oui, c'était son moment, c'était le discours de sa carrière. Il est pour l'instant très soutenu ici à Ramallah et dans différentes villes de Cisjordanie après son discours. Mais cela dit, il va falloir voir maintenant comment il va revenir et s'il revient les mains vides et comment il va présenter les choses à la population palestinienne. Il risque d'avoir de grosses déceptions et alors à ce moment-là, il serait placé vraiment en difficulté. Caroline Delage, merci beaucoup pour votre témoignage en direct de Ramallah. Sur ce plateau, nous accueillons Julien Salingue. Vous êtes un grand spécialiste du Proche-Orient, auteur d'ouvrages sur cette question palestinienne. Vous avez peut-être écouté le discours du président Mahmoud Abbas il y a quelques instants à la tribune de l'ONU. Caroline le disait à l'instant, c'est peut-être le discours de sa vie aujourd'hui.
C'est peut-être le discours de sa vie, mais la crainte qu'il peut y avoir et qu'il y a déjà dans les territoires palestiniens, c'est que c'est peut-être le dernier. Parce que c'est effectivement la dernière cartouche, on va dire, de Mahmoud Abbas aujourd'hui, qui fait partie de cette fraction de la direction palestinienne qui a fait le pari d'un processus négocié sous patronage des États-Unis depuis maintenant plus de 20 ans. Et si, au retour, en Cisjordanie et dans les semaines et les mois qui viennent, il n'y a pas de changement notable dans les conditions de vie des Palestiniens, même s'il y a une reprise hypothétique des négociations, la bulle qu'il y avait peut-être aujourd'hui à Ramallah pourrait éclater assez rapidement et les déceptions revenir. Alors cette demande d'adhésion de l'État palestinien à l'ONU, est-ce qu'elle a des chances véritablement d'être adoptée? Elle doit passer plusieurs étapes. D'abord, le Conseil de sécurité, il faudra une majorité de 9 voix, je crois, sur 15. Est-ce qu'on peut accéder à cette étape déjà? Non. Les États-Unis ont déjà dit qu'ils mettraient leur veto. Et s'il y a un veto au sein du Conseil de sécurité, c'est terminé. Il n'y a pas d'admission comme État membre aux Nations Unies. Donc le mieux, entre guillemets, que pourrait obtenir Mahmoud Abbas, c'est effectivement que la Palestine soit reconnue comme État non membre des Nations Unies. C'est un petit peu la proposition française, intermédiaire, hybride, d'État observateur. C'est la proposition française qui en fait est une reprise de propositions déjà faites par l'OLP au cours des dernières semaines, qui envisage des portes de sortie parce qu'ils savent très bien qu'ils ne seront pas admis comme État membre et que comme ils ne peuvent pas rentrer les mains vides, il faut envisager des solutions intermédiaires. Mais je tiens tout de même à rappeler ici qu'en novembre 1988, c'est-à-dire il y a 23 ans, la Palestine déclarait son indépendance à Alger et a été reconnue à l'époque par plus de 100 États. Et on a eu un vote au sein des Nations Unies où 102 États, ou 104, je ne sais plus, ont reconnu l'État de Palestine. Et il n'y a eu que 2 qui se sont opposés. Oui. Et ça, c'était il y a 23 ans. Et les Palestiniens s'en souviennent parfaitement. Donc derrière, disons, l'hyper-activité médiatique et le focus qu'il y a actuellement sur cette question-là, il ne faut pas oublier que même si là, on est sur un cran un peu supérieur, c'est pas une première et ça ne donne pas d'indication ferme sur vers où on va aller et sur est-ce que cet État existera réellement, parce que pour l'instant cet État est virtuel. L'autorité palestinienne n'a pas de souveraineté politique, n'a pas de souveraineté économique, n'a pas de souveraineté territoriale, et quand bien même il serait reconnu comme État non membre, si les choses ne changent pas sur le terrain, en réalité l'État palestinien aura disparu au moment où il sera reconnu par la communauté internationale. Alors Mahmoud Abbas demande ce soir des négociations directes avec les Israéliens. Il demande que ces négociations se fassent sur ces fameuses frontières de juin 1967. Est-ce que ce sont des propositions acceptables pour Israël aujourd'hui? Déjà, il y a un problème de terme. C'est-à-dire que les frontières de 1967, c'est impropre comme appellation puisqu'on parle des lignes d'armistice de 1949. C'est-à-dire que l'État d'Israël n'a pas de frontières et n'a jamais déclaré quelles étaient ces frontières. Et c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'État d'Israël, il n'y a pas de retour en arrière possible sur la situation d'avant 1967. Je discutais l'autre jour avec un responsable du Likoud dans un débat qui nous disait Jérusalem, il n'y a pas de négociation possible, les colonies non plus, et la vallée du Jourdain non plus, ce qui est plutôt inquiétant pour la suite. Merci Julien Salinck d'avoir été avec nous et de vos explications. Un nouveau monde pour votre week-end, des cahiers thématiques, un nouveau magazine, un quotidien renouvelé dans sa maquette comme dans sa conception, dans sa maquette, bref, un nouveau regard sur le monde en kiosque dès aujourd'hui. Nous souhaitons un plein succès à cette nouvelle formule de notre prestigieux confrère, partenaire de Public Sénat. C'est la fin de cette émission. Merci d'être au rendez-vous des élections sénatoriales sur notre antenne, je vous le rappelle, en direct, dès dimanche à partir de 13h. Très bon week-end à tous, merci. Les huîtres du bassin d'Arcachon représentent 12% de la production française. Une activité essentielle localement, mais très fragile. Maire de Gujan-Mestras, sénatrice de la Gironde, Marie-Hélène Deségaux défend cette production avec conviction. Alors Olivier, ça va?
Ça va, ça va. Impeccable, on va où ce matin? On va faire tout le tour du bassin, on ira voir les petits naissins, j'ai amené ce qu'il faut, la les loupe, voir. pour Super. essayer de voir là, les petites huîtres, parce qu'on est vraiment à la période où les huîtres pondent. Au cœur du bassin d'Arcachon, des hommes et des femmes cultivent 700 hectares de parcs ostréicoles. Ça va? Il faut que je vienne ici pour te voir. Tu vas faire la marée là? À Gujan-Mestras, principal port ostréicole du bassin, Marie-Hélène Deségaux collabore étroitement avec Olivier Laban, le patron des ostréiculteurs. Donc ça on appelle ça un ruchon de tuiles. Et donc elles sont mises comme ça permet aux huîtres à l'eau de passer partout en travers comme dans une ruche. Et puis du coup au milieu, à l'ombre, etc., le naissin peut s'y fixer et puis se développer sans être agressé par le soleil. Ça c'est une huître ça. Ça c'est une huître, ça c'est une huître, ça c'est une huître. Le problème c'est que sur une tuile comme ça, je suis venu la semaine dernière les compter avec Ifremer, on en dénombre une cinquantaine d'huîtres. Et les bonnes années c'est 3-4 000 huîtres. C'est criblé. Ifremer a compté de petites larves dans l'eau et au fur et à mesure de l'été on a perdu ces larves d'huîtres. Ça fait 3 ans. Les huîtres n'ont pas le temps de grandir, elles sont décimées. Le coupable, un virus, appelé OSHV1. C'est pas compliqué, le pourcentage c'est 70% des huîtres qui meurent. Alors heureusement, c'est un problème qui touche uniquement l'espèce. On n'a pas de problème sanitaire vers le consommateur avec ça. Marie-Hélène Deségaux se fait la porte-parole des 350 entreprises ostréicoles auprès des pouvoirs publics. Grâce à elle, depuis l'apparition du virus en 2008, le secteur perçoit en moyenne 2 millions d'euros de subventions chaque année. Les difficultés qui ont été rappelées, moi aussi, m'obligent après derrière à trouver des solutions un petit peu style calamité agricole. Voilà, c'est-à-dire que je dois compenser les pertes qu'ils ont, je dois faire en sorte de les compenser par des aides de l'État. Moins d'huîtres, des revenus en baisse, une nouvelle malédiction. Il y a 5 ans déjà, les ostréiculteurs s'étaient vus interdire la vente de leurs huîtres pendant des mois. La faute au test dit de la souris qui signalait la présence éventuelle d'algues toxiques dans l'eau. Jugé pas assez fiable, le test a depuis été abandonné. Une bataille à laquelle a participé la sénatrice. Son nouveau combat aujourd'hui, lutter contre la surmortalité des naissins. On est à marée basse et il y a 2 mètres d'eau là. Ceux-là sont toujours dans l'eau, toujours immergés. Une idée a vu le jour, au cœur même du bassin, construire une écloserie, sorte de pouponnière pour huîtres. Le principe est de créer une coopérative avec des huîtres résistantes au virus. Une écloserie proprement dite, c'est une entreprise avec des bassins, des opérateurs qui maîtrisent et la température de l'eau et la nourriture pour les larves, qui décident que tel jour les huîtres pondront et que tel jour les huîtres se fixeront. Bonjour, salut, comment ça va Dido? Ça va? Impeccable? En attendant l'ouverture de l'écloserie, les ostréiculteurs cherchent d'autres revenus. Ils diversifient leurs activités. Bon Ludo, tu vas me faire goûter une huître. D'abord, il n'y a pas d'heure pour manger une huître. Puis ça me paraît être... C'est quoi? C'est la spéciale Ludo? C'est la spéciale Ludo. Alors. Ah oui. Donc c'est la meilleure. J'en ai pas assez, il est chaud, malheureusement. on n'est pas chaud là. Il faudrait plus que ça. Ah, c'est quand même un très beau produit. Elle est paletteuse, elle est charnue, l'eau est hyper claire. La coquille est superbe. On voit bien que vraiment tous les paramètres sont au vert. Promouvoir différemment leurs produits. Au bord de l'eau, au pied des cabanes, ils font déguster directement leurs huîtres aux touristes. Ici, ils vendent 12 € le kilo, soit 4 fois plus qu'aux grandes surfaces. C'est un complément de revenu qui est fortement nécessaire. Oui. Certains ont fait la dégustation, il y en a certains qui pensent maintenant à faire des gîtes de mer, pourquoi pas, parce qu'on a quand même aussi de jolies cabanes qui pourraient être réaménagées ou... Puis ça serait une façon aussi de maintenir ces cabanes, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont délabrées, qui sont abîmées. Moi je pense que c'est un vrai patrimoine, d'ailleurs ça mériterait peut-être d'être classé à l'UNESCO ça. Cabanes, pinasses, parcs ostréicoles, ces images enchantent les visiteurs. Ils s'imprègnent de l'esprit bassin. Nous sommes les sentinelles du milieu, quoi. C'est-à-dire que le fait
fait d'être sur l'eau en permanence nous permet à un moment donné de voir des évolutions du milieu ou des comportements ou autres. Il faut continuer à tabler sur eux parce qu'ils nous empêchent de faire des bêtises d'abord, d'avoir des idées d'urbanisation. Il y a 10 villes autour du bassin, 10 mers. Les 10 mers sont sur la même longueur d'onde. Cette mer nous unit. On a vraiment quelque chose en commun qu'on veut vraiment garder dans toute son authenticité.